Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Une étape nouvelle pour réduire les disparités criantes au Maroc, c'est ce que promet Mohamed VI à son peuple à l'occasion de ses 20 ans de règne. En RDC, la démission la semaine dernière du ministre de la Santé pourrait ouvrir la voie à la mise en place d'un deuxième vaccin expérimental, mais son efficacité ne sera pas connue avant plusieurs mois. Ici, aux États-Unis, les candidats démocrates à la Maison-Blanche et le président Donald Trump occupent la scène politique et tous ont le regard tourné vers 2020. Bonsoir à tous. 10 candidats à la nomination démocrate en vue de la présidentielle de 2020 seront ce soir sur le podium du Fox Theater à Detroit, dans le Michigan. Parmi eux, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, les deux favoris de l'aile progressiste du parti. Et demain, 10 autres candidats, dont l'ancien vice-président Joe Biden et Kamala Harris de Californie, s'affronteront aussi sur le même podium. Mais le nom du président Donald Trump est déjà sur toutes les lèvres à Detroit. Le point avec Abdourahmane Dia. Les démocrates se sont donné rendez-vous dans la capitale de l'automobile, une ville qui leur est traditionnellement acquise. Dans les rues, les attaques du président Trump contre la mégapole Baltimore et ses dirigeants ne sont pas passées inaperçues. Le président Trump sait très bien ce qu'il fait. C'est calculé et en ce moment, cela détourne notre attention sur ce qui doit être fait et sur ce que les candidats ont à offrir pour nous permettre de prendre des décisions réfléchies en vue de 2020. Mais cette électrice a des conseils à donner aux candidats démocrates. Je pense qu'ils vont devoir montrer qu'on va revenir là où nous étions, un dirigeant fort dans le monde et réparer le mal qui a été fait par cette administration. Mais à Détroit, tout le monde ne tire pas sur le président Trump et certains le défendent même contre les accusations de racisme. Je pense que le président Trump aime contrôler le discours. Et imaginez qui parlera à Baltimore. C'est Reuters et CNN. Je pense qu'il se soucie des gens qui sont là-bas et il ne veut pas qu'ils vivent avec des rats et des vermines. La question raciale sera certainement au centre des débats ce soir et demain, mais certains analystes mettent en garde les démocrates de ne pas ignorer d'autres sujets qui préoccupent les électeurs, notamment la santé, l'éducation et l'immigration. Le président américain, qui s'est par ailleurs défendu ce mardi des accusations de racisme à son encontre après ses critiques ces derniers jours contre un pasteur noir de New York et un élu noir de la ville de Baltimore. Je suis la personne la moins raciste au monde, c'est ce que Donald Trump a déclaré aujourd'hui dans les jardins de la Maison-Blanche. Pour les analystes politiques, c'est une polémique que les candidats démocrates ne manqueront pas d'aborder ce soir à Detroit, où ils vont se retrouver tout à l'heure, on le disait, pour un deuxième débat étalé sur 2 soirées. Et pour en parler, accueillons justement de Détroit Philippe Porter, notre confrère de EP, Associated Press. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir. Alors, 20 candidats vont prendre part à ces 2 débats, dont le premier se tient ce soir où vous êtes. Que doivent-ils faire pour convaincre les électeurs avant les primaires qui commencent en février?
Alors beaucoup d'entre eux, ils doivent déjà se présenter à l'électorat américain parce qu'il est encore très tôt dans cette campagne électorale et beaucoup de ces candidats démocrates ne sont même pas connus par l'électorat américain. Il est donc très tôt dans cette campagne électorale et il y a encore 12 débats en total. On n'est arrivé qu'au deuxième ici à Détroit dans l'État du Michigan et il y a trop de candidats tout simplement. Il y a une vingtaine qui se sont qualifiés pour ce débat ici à Détroit. Donc, on a dû diviser ce nombre en deux. Il y a donc 2 débats, l'un ce soir, ce mardi, avec 10 candidats sur scène, l'autre mercredi, donc demain, avec encore une fois 10 candidats sur scène. Alors, que doivent-ils faire pour sortir du lot? D'abord, il y a l'option d'attaquer pour un candidat d'attaquer l'autre et ainsi peut-être créer un moment viral qui va être rejoué sur toutes les chaînes américaines pendant les prochains jours. C'est une des options pour les candidats. L'autre, tout simplement, je l'avais déjà dit, il faut se présenter à l'électorat américain. Avec 20 candidats sur scène. Ce sera assez difficile de sortir du lot pour ces candidats démocrates. Alors, les messages jugés racistes du président Donald Trump ont dominé l'actualité aux États-Unis ces dernières semaines. La question raciale sera-t-elle un des sujets principaux lors de ces débats démocrates et de quel poids pourrait peser l'électorat noir lors de la présidentielle de 2020? Alors le fait que l'électorat noir ici aux États-Unis a déçu les démocrates en 2016 est très important parce que ici au Michigan, c'est un des États clés où l'électorat noir américain a déçu les démocrates. Peut-être une des raisons pour lesquelles Donald Trump a gagné ici dans cet État clé. Donc il faudra les convaincre tout simplement sur scène ce mardi, ce mercredi aussi et pendant toute cette campagne électorale. Vous avez mentionné les propos considérés comme étant racistes du président américain, considérés comme tels par le président et par la majorité des Américains. Ces propos vont être commentés sans doute par tous les candidats démocrates sur scène. Il faudra juste voir avec combien d'agressivité chaque candidat va attaquer le président américain Donald Trump. Alors, Donald Trump, justement, pour gagner en 2020, semble avoir choisi parmi ses thèmes principaux les questions raciales et l'immigration. Dans le camp démocrate, quels sont selon vous les sujets qui pourraient dominer non seulement pendant ces 2 débats, mais aussi face à Trump? Alors je vais vous en choisir 3. D'abord, vous avez mentionné déjà l'immigration qui est importante pour le président Trump. Elle est aussi très importante, bien sûr, pour tous ces candidats démocrates. Il faudra qu'ils donnent des mesures, des solutions pour l'immigration assez massive sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Bien sûr, la solution des démocrates ne sera pas la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, comme l'a promis le président. Ce seront d'autres mesures qui vont donc être présentées par ces démocrates au cours de cette campagne électorale. Il y a d'autres sujets très importants. La santé, la réforme de la santé est toujours importante aux États-Unis. Pendant chaque campagne électorale, rappelons-le, la réforme de la santé avait été faite par le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama. Lui, Donald Trump, a essayé de la défaire. Maintenant, il faudra trouver de nouvelles solutions. Un autre sujet important, bien sûr, c'est toujours la politique étrangère. Comment vont-ils se prononcer, tous ces candidats, sur la Corée du Nord, par exemple, l'Iran ou encore le changement climatique? Philippe Courter, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence Associated Press. Également dans l'actualité, le président Donald Trump a vivement critiqué la Chine alors que les négociateurs américains sont à Shanghai pour tenter de relancer les pourparlers pour mettre fin aux tensions commerciales entre les 2 pays. Mon équipe est en train de négocier avec eux maintenant, mais les Chinois finissent toujours par modifier l'accord à leur avantage, a déclaré le président américain, ajoutant que la Chine jouait la montre et attendait l'élection présidentielle américaine de 2020 en espérant sa défaite. Les discussions de Shanghai sont le premier face-à-face depuis l'échec des négociations en mai dernier. Dans la capitale américaine, ici, le programme YALI 2019, Young African Leaders Initiative, entre dans sa 6e et dernière semaine. Il s'agit d'un échange culturel qui permet aux jeunes leaders africains de venir aux États-Unis pour un séjour de 5 semaines au sein d'une université américaine dans le cadre d'un projet civique ou professionnel mené dans leur pays d'origine. Cette année, le programme accueille 700 jeunes leaders venus de 16 pays d'Afrique.
subsaharienne notamment. Ils sont réunis depuis lundi à Washington pour une semaine de rencontres et d'ateliers thématiques dans les domaines de l'engagement civique, de la gestion publique et des entreprises. Je vous propose de suivre cette réaction de Tibor Nagy, sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. YALI est un programme qui peut avoir des impacts durables en Afrique, mais cela dépendra en grande partie de vous. Nous voulons collaborer avec vous pour continuer à créer des opportunités pour les générations futures d'Africains. Et cela sera crucial pour le succès futur du continent. Maintenant, avec l'expérience du programme YALI, vous portez la responsabilité particulière d'aider à bâtir un avenir meilleur pour l'Afrique, afin de donner aux populations les moyens de devenir des membres actifs de leur communauté et d'être le moteur de la croissance économique, de la démocratie et d'une société civile forte. Les ex-présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés hier pour la première fois depuis 2010. Lors de cet entretien à Bruxelles, Henri Konan Bédié s'est particulièrement réjoui de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d'Ivoire, selon un communiqué commun signé de leurs deux partis dans le cadre de l'organisation d'élections justes, transparentes et équitables en 2020. Les deux hommes ont appelé le gouvernement à procéder à une réforme profonde de la commission électorale indépendante afin qu'elle puisse contribuer significativement à la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Gbagbo attend une décision finale de la CPI. En République démocratique du Congo, un nouveau cas d'Ebola vient d'être diagnostiqué à Goma, dans la province du Nord Kivu. Par ailleurs, la démission du ministre de la Santé pourrait ouvrir la voie à la mise en place d'un deuxième vaccin expérimental. Pendant que l'épidémie d'Ebola continue de se propager dans l'est du pays, il faudra probablement plusieurs mois avant que le nouveau vaccin n'ait donné les résultats escomptés pour gagner la confiance des habitants inquiets. Le récit est de Blanche Sano. Le premier vaccin contre Ebola a été mis au point par Merck et déployé en 2018 à Bandaka, en RDC, pour lutter contre la propagation du virus et contrôler l'épidémie. Aujourd'hui, le pays pourrait tester un deuxième vaccin mis au point par le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Une décision qui crée la polémique dans le pays. Pourtant, l'épidémiologiste Jean-Jacques Mouyembe, nommé à la tête de l'équipe de réponse au virus Ebola, se veut rassurant. Pour le moment, il y a 3 candidats vaccins qu'on peut utiliser. Il y avait le vaccin russe, le vaccin chinois et le vaccin Johnson & Johnson. Et les études que nous avons menées au niveau de notre institut, nous sommes arrivés à la conclusion que le vaccin GNG, Johnson & Johnson, était le vaccin qui présentait le plus de données. Alors, nous pouvons utiliser donc ce vaccin et nous pensons que nous allons utiliser ce vaccin. Le ministre Ilunga, démissionnaire, a déclaré que le vaccin GND n'avait pas prouvé son efficacité et qu'il pouvait semer la confusion dans l'est du pays. Tous ces événements ont laissé place à un scepticisme au sein de la population. Ce qu'on n'encourage pas, c'est d'amener un deuxième vaccin, alors que le premier était déjà apprécié par l'OMS. Dans les rues de Goma, des étudiants en médecine ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas que les Congolais soient utilisés à des fins d'expérimentation. Je peux dire que l'État congolais n'est pas sérieux. Comment se fait-il qu'un État où il y a les intellectuels, le médecin, avec beaucoup de spécialités, accepter une telle chose, une telle décision? C'est inconcevable. On considère le peuple congolais comme une poubelle sur laquelle on peut expérimenter les choses qui ne sont pas encore expérimentées. Paul Stoffel, responsable scientifique principal de GND, a nié toute tentative d'introduction secrète du vaccin et a déclaré que la société était en communication totale avec les autorités congolaises. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge des 18 ans. Une situation préoccupante aussi bien en Afrique qu'à travers le monde. Début ce soir de notre série sur la question. Nous irons au Sénégal pour vivre le rêve d'une soixantaine de jeunes basketteurs et basketteuses venus de 29 pays du continent. Et un fils du Sénégal, Idrissa Gana Gueye, vient de rejoindre les rangs du PSG. Le milieu de terrain d'Everton a signé pour 4 ans. À l'occasion de ses 20 ans de règne, célébrés mardi avec la traditionnelle fête du trône, Mohamed VI, roi du Maroc, a appelé à un état des lieux du pays aussi douloureux et pénible puisse-t-il être, en souhaitant de l'audace pour trouver des solutions adaptées. Les précisions avec Dili Diko. Lors de son discours prononcé dans son palais à Tétouan, le roi Mohamed VI a promis lundi une étape nouvelle pour réduire les disparités criantes du Maroc. Son discours a été suivi par l'annonce de 4764 grâces. Certaines concernent des détenus du mouvement de protestation du Hirak qui a agité la région du Rif en 2016-2017. Ce mouvement, né après la mort tragique d'un poissonnier qui tentait de s'opposer à la saisie de sa marchandise en octobre 2016, a débouché sur des centaines d'arrestations et de condamnations. Certains citoyens peinent à voir l'impact de ces progrès sur leur vie quotidienne, notamment en ce qui concerne leurs besoins de tous les jours, la fourniture de services sociaux de base, la réduction des inégalités sociales et le renforcement de la classe moyenne. Dans son discours télévisé, le souverain a également annoncé un remaniement gouvernemental qui devrait avoir lieu à la rentrée parlementaire en octobre prochain. Mohamed VI a chargé le chef du gouvernement, l'islamiste Saad Eddine El Othmani, de lui soumettre des propositions pour renouveler et enrichir les postes de responsabilité au sein du gouvernement et dans l'administration. Par la volonté de Dieu, cette nouvelle étape sera marquée par le lancement d'une nouvelle génération de projets. Elle nécessite de nouvelles compétences à différents postes et à différents niveaux de responsabilité. Du sang neuf donc doit être apporté aux institutions et organes politiques, économiques et administratifs, y compris le gouvernement. Le monarque de 55 ans, qui a succédé à son père Hassan II en 1999, s'est félicité du bond qualitatif en matière d'infrastructure et a vanté la consolidation des droits et des libertés. Un constat à contre-courant des associations des droits humains, mais il a cependant ajouté que ces progrès n'ont pas de répercussions suffisantes sur le pays. Chaque année, et selon plan international, plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Ces filles voient alors leur droit à l'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir et d'évolution limitées. Les mariages forcés et précoces maintiennent les jeunes filles dans des conditions de pauvreté et d'impuissance de génération en génération. Dans les pays développés, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans. À travers le monde, 650 millions de femmes mariées l'ont été pendant leur enfance. Nous ouvrons ce soir notre série sur ce sujet avec le cas de Mohamed Missi de la Tanzanie. Un soir, ma mère m'a dit « Quelqu'un cherche une domestique ». Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Plus tard, maman m'a dit que quelqu'un avait proposé de m'épouser. Elle a dit que l'homme était une bonne personne et qu'il était jeune. Mais j'ai dit non, j'ai pleuré. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait essayé de dissuader ma mère de me marier, parce qu'à 14 ans, j'étais encore trop jeune.
Ma grand-mère a dit que je devrais aller dans un pensionnat pour études religieuses. Maman s'est fâchée contre ma grand-mère parce qu'elle me soutenait dans mon désir de ne pas me marier. Il n'y avait pas de doute, ma mère était prête à me donner en mariage. J'ai pleuré pendant des jours. Je suis allée à une cérémonie de remise de diplôme dans une école primaire où quelqu'un a annoncé que n'importe quelle fille en situation de mariage forcé devrait contacter la police. J'ai écrit le numéro. Grand-mère m'a donné un téléphone portable pour communiquer avec le futur marié. J'ai enregistré ses numéros de contact. J'ai appelé la police qui a demandé le nom du marié et la date du mariage. Ma mère ne voulait pas me donner la date du mariage ou le nom de l'époux. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas. La nuit avant le mariage, un responsable local est venu chez nous pour me demander si je voulais me marier. Quand j'ai dit non, il a interrompu la cérémonie. J'ai commencé à étudier le textile dans un centre. Ensuite, une assistante sociale m'a transférée au centre Kiwo Hede de Dar es Salaam. Mon rêve est de devenir une grande créatrice de mode. Place maintenant à notre chronique sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Yacouba, des sanctions tombent à la FEGIFOOT. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, comme il fallait s'y attendre, les sanctions commencent à tomber à la FEGIFOOT. La commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football a suspendu Amadou Diaby, premier vice-président pour des faits de corruption. Elle a indiqué que l'ancien sélectionneur du Sili national, Paul Put, limogé pour insuffisance de résultats, lui a confirmé que la personne à qui il versait 10% de son salaire est le premier vice-président de la fédération. Conséquence, la commission a suspendu Amadou Diaby jusqu'à la fin de l'enquête ouverte la semaine dernière. Avant d'être remercié, Paul Put a été accusé par le capitaine du Sili national, Ibrahim Traoré, d'avoir demandé de l'argent à des joueurs pour être sélectionnés à la CAN 2019. Cette fois, c'est la bonne. Après avoir tenté en vain d'acheter le Sénégalais Idrissa Gana Gueye l'hiver dernier, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature du milieu de terrain d'Everton pour 4 ans. Le désormais ex-joueur des Toffees a signé pour 32 millions d'euros hors bonus selon l'équipe. Le milieu de terrain parisien a été affaibli par le départ à la retraite de Thiago Motta et le conflit avec Adrien Rabiot, parti à la Juventus Turin, âgé de 29 ans. Gana Gueye a brillé lors de la récente CAN, y compris offensivement, après une Coupe du Monde 2018 en Russie, où il était cantonné à un rôle défensif. Transfert toujours, tout le monde se demandait où il allait déposer ses valises. C'est désormais connu, Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'Arabie saoudite. Le technicien français qui a démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc a annoncé son arrivée à la tête de l'équipe d'Arabie saoudite. La fédération saoudienne a salué l'arrivée, je cite, d'un grand nom capable d'apporter un plus au football saoudien. Hervé Renard, 50 ans, était arrivé au Maroc en 2016 et a démissionné le 21 juillet. À la surprise générale, le Maroc, quart de finaliste lors de la CAN 2017, a été éliminé dès les huitièmes de finale par le Bénin, pourtant réduit à 10 et novice à ce stade de la compétition. C'est un rêve qui se réalise pour une soixantaine de jeunes basketteurs et basketteuses venus de 29 pays du continent africain. Ils ont tous moins de 17 ans et pendant 4 jours, ils ont l'opportunité d'être entraînés par certaines de leurs idoles. Je suis si heureux. J'ai rencontré Chris Bosh. C'est mon joueur préféré de la NBA en 2012. Je suis si heureux d'avoir la chance de le voir à nouveau. Côtoyer ces gens me fait beaucoup penser d'abord à moi-même. Parce que s'ils ont pu, pourquoi pas moi? Donc ça me galvanise, ça me donne de l'envie de bosser, de continuer. C'est justement l'objectif de ce camp. Donner à ces jeunes talents l'espoir d'atteindre un jour le Graal pour un basketteur, la Ligue nord-américaine.
D'ailleurs, plusieurs coachs ont connu ce parcours. Il y a plusieurs années, ils étaient eux-mêmes élèves dans ce camp avant d'intégrer de prestigieuses écoles ou académies de basketball, puis la NBA. J'étais un campeur comme eux, donc je pense que je suis dans une bonne position pour leur parler de mon expérience, leur donner l'espoir d'atteindre un jour la NBA. Ils ont une chance d'apprendre, d'améliorer leur performance et d'être vus par beaucoup de recruteurs, de coachs et de managers. C'est un bon tremplin pour eux. D'être dans un camp comme celui-là avec les autres jeunes meilleurs des différents pays d'Afrique, ça donne un sentiment d'appartenance à l'élite africaine de l'âge. Et je pense que pour les jeunes, c'est une très bonne chose. En plus de l'encadrement des jeunes, l'événement entend promouvoir le basket et ses valeurs et laisser derrière lui un héritage. Hier, 2 terrains ont été inaugurés dans le quartier populaire de Guédiawaye, dans la capitale sénégalaise. Dans notre stratégie de développer le jeu, les infrastructures de ce genre sont indispensables pour que les jeunes aient accès à des terrains comme cela, comme le foot. Les enfants peuvent sortir et jouer n'importe où. Et notre objectif, c'est de multiplier ce genre d'infrastructures partout dans le Sénégal et partout aussi en Afrique. Depuis le lancement du tout premier camp Basketball Without Borders il y a 17 ans, plus de 90 infrastructures de ce type ont été inaugurées à travers une trentaine de pays. Voilà, toutes nos excuses pour ce reportage qui est arrivé sans avoir été lancé, vous l'avez sans doute compris. Il s'agit bien sûr de basketball et Alison Fernandez, notre correspondante à Dakar, a rendu visite donc aux campeurs de la 17e édition du Basketball Without Borders. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Et cette vidéo qui continue de faire le tour des réseaux sociaux et des médias. Donc, il s'agit donc de ce journaliste dont on vous parlait cette semaine, mais on va plutôt parler de cet impressionnant défilé de montgolfières. Il n'a pas battu le record du monde, mais ce festival a réussi l'exploit d'envoyer autant de ballons que possible dans les airs que lors de sa dernière édition. C'est ce que font savoir ses organisateurs. Au total, 456 ballons ont envahi lundi le ciel de Hagville dans l'est de la France, près de Metz, permettant ainsi à un nombre record de montgolfières de voler en même temps en moins d'1 heure. Cet événement a lieu tous les 2 ans en Lorraine et c'est l'un des plus importants du genre au monde. Pas sûr que vous ayez regardé ces vidéos, mais vous le verrez certainement dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.